Nous passons aux pneumonies aiguës communautaires, prise en charge à l'hôpital. Prise en charge à l'hôpital, je rappelle encore une autre fois que c'est prise en charge à l'hôpital s'il y a des signes de gravité ou bien s'il y a des facteurs de risque de mortalité. Donc, en plus de la radiographie thoracique, on va demander une numération formule, une C-réactive protéine et ce sont des examens, en plus de la numération formule CRP et la biochimie, ce sont des examens qui vont rechercher d'autres signes de gravité. En plus des signes de gravité cliniques qu'on a cités tout à l'heure, il y a par exemple, dans la numération formule, s'il y a par exemple une thrombopénie, c'est un signe de gravité. S'il y a une hyperleucocytose supérieure à 30 000, s'il y a une leucopénie inférieure à 4 000, si la CRP est très élevée, s'il y a des perturbations des électrolytes, une hyponatrémie, une atteinte, un bilan, une fonction rénale perturbée ou un bilan hépatique perturbé. En général, tous ces bilans vont nous donner une idée encore plus précise sur le niveau de gravité. Donc, il y a la gravité clinique initiale, les signes de gravité et les facteurs de risque, et il y a les éléments de la gravité ultérieure à l'hospitalisation, donc particulièrement la perturbation de la fonction rénale avec urée élevée et transaminase pour le bilan hépatique. S'il y a des signes de gravité, c'est-à-dire en cas de pneumonie avec des signes de gravité majeurs, par exemple, s'il y a une détresse respiratoire importante, s'il y a une cyanose, on peut demander une saturation d'oxygène, voire une gazométrie du sang artériel. On peut aussi demander, en cas de signe de gravité, on peut discuter l'opportunité de demander des examens microbiologiques à la recherche de germes parce qu'on est dans un tableau grave et on n'a pas envie de prescrire un antibiotique et sans savoir si l'antibiotique est efficace ou pas. Ça n'empêche qu'on peut démarrer le traitement antibiotique et si nous jugeons que l'infection est très grave ou si l'infection s'aggrave sous traitement, dans ce cas, on peut demander des examens microbiologiques. Et j'ouvre la parenthèse concernant les examens microbiologiques. C'est qu'il y a plusieurs types d'examens microbiologiques. Il y a l'examen cytobactériologique des expectorations, souvent appelé à tort ECBC, c'est-à-dire examen cytobactériologique des crachats, ce qui n'est pas vrai. Donc l'examen doit être fait le matin à jeun après rinçage de la bouche. Et la particularité de cet examen, c'est qu'il faut des critères de qualité pour pouvoir analyser cet examen. Donc, il faut que la cytologie soit supérieure à 25 polynucléaires neutrophiles. Il faut qu'il y ait moins de 10 cellules épithéliales. Et cette cytologie, c'est ce qui permet de différencier la salive des expectorations. Pour la salive, nous aurons plus de 10 cellules épithéliales et moins de polynucléaires. Et pour les expectorations, on est dans cet ordre d'idée. Okay. Il faut aussi que le nombre de cellules soit plus de 10 puissance 7, c'est pas 107, c'est 10 puissance 7 germes par millilitre. Et qu'on ait une flore monomorphe, c'est-à-dire qu'on ait une flore où il y a un seul germe, ou bien une flore où il y a une dominance d'un germe. Parce que si on a à la culture plusieurs germes, on ne va pas savoir quel est le germe pathologique. On peut aussi faire d'autres examens, type immunofluorescence directe, examen immunologique ou par sonde génique. Donc, après avoir passé en revue les examens directs, il y a des méthodes indirectes,
tels que le prélèvement d'un foyer septique contigu à distance. Par exemple, j'ai une pneumonie, mais en plus, j'ai une pleurésie purulente, donc je peux faire un prélèvement au niveau de la pleurésie purulente, ou bien si j'ai un autre foyer autre, je peux faire un prélèvement qui peut être intéressant. La rentabilité, elle aussi est intéressante au cas de pneumonie aiguë hospitalière, mais elle peut être demandée, mais la rentabilité est relativement faible, de l'ordre de 30%. Le sérodiagnostic, on peut aussi le demander seulement pour des germes un peu spéciaux, tels que le mycoplasme chlamydien ou légionnaire. Et dans ce cas, on va faire le dosage des IgM avec deux prélèvements à 15 jours d'intervalle. Il faut obligatoirement qu'on ait ce qu'on appelle une séroconversion, c'est-à-dire une augmentation du titre des anticorps à 15 jours d'intervalle. On peut aussi demander des antigènes bactériens solubles. Et il y a des méthodes dites invasives, et dans ce cas, on va faire notamment la fibroscopie bronchique. On va introduire un fibroscope et on va faire un prélèvement via le fibroscope, ce qu'on appelle une aspiration, une fibroaspiration ou un lavage broncho-alvéolaire. Donc, fermons la parenthèse et revenons à notre diapo. C'est que on peut aussi demander si une pleurésie est associée, on peut faire une ponction évacuatrice qui va soulager le malade et qui va nous permettre de faire des examens microbiologiques adaptés. Donc les mêmes règles sont là, mais pour la prise en charge des pneumonies aiguës communautaires à l'hôpital, l'antibiothérapie doit toujours couvrir le pneumocoque, c'est vrai, mais comme on a hospitalisé des infections qui sont relativement graves, donc il faut faire en sorte qu'on ait des antibiotiques qui vont couvrir aussi bien le légionnaire, les bacilles gram-négatifs que le staphylocoque aureus. Et dans ce cas, on sera amené à prescrire des antibiotiques à large spectre, une association d'antibiotiques à large spectre. Et dans ce cas, on fait une association type amoxicilline ou amoxicilline acide clavulanique associée à un macrolide, ou bien une quinolone de troisième génération. Dans ce cas, on peut prescrire la moxifloxacine. La prise en charge à l'hôpital, l'évaluation de la réponse est toujours la même. On va évaluer la réponse aux alentours du 2e, 3e jour. La durée du traitement est toujours 1 à 2 semaines, mais la voie d'administration, on peut commencer par la voie injectable, suivie par la voie orale. Qu'en est-il des patients qui ne répondent pas au traitement? Et dans ce cas, on se dit il faut toujours vérifier, que ce soit en hospitalier ou en ambulatoire. Pour les patients ne répondant pas au traitement, on doit vérifier si le patient a bien reçu la posologie, si les posologies étaient correctes, si la durée du traitement a été respectée, si l'observance a été correcte, ou bien s'agit-il d'un diagnostic erroné? Parce que si on élimine les trois hypothèses, il nous reste, est-ce que ce n'est pas un diagnostic erroné? Et en matière de diagnostic erroné, ça peut être une tuberculose, une embolie pulmonaire ou autre. Et dans ce cas, on est censé faire des choses particulières. Donc, en matière si la pneumonie aiguë communautaire n'est pas très grave, on va faire ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire une alternance thérapeutique. Ça veut dire que le patient, si on a commencé par les macrolides, on change par amoxicilline ou amoxicilline acide clavulanique, ou l'inverse, si on a commencé par une bêta-lactamine, on fait une alternative qui est le macrolide. Pour les pneumonies graves et qui ne répondent pas sous traitement, dans ce cas, on fait ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire on arrête l'antibiothérapie 2 ou 3 jours et on procède à des examens microbiologiques. Et
ou bien une endoscopie en fonction de la situation, voire même une angio TDM. L'endoscopie est intéressante pour l'étude microbiologique, mais aussi pour rechercher s'il y a une cause locale sous-jacente qui explique la non-amélioration sous traitement. Ça peut être un corps étranger, ça peut être un processus tumoral ou autre. Et on peut éventuellement même demander un angioscanner. Et dans ce cas, l'angioscanner, c'est lorsqu'il y a un doute sur l'embolie pulmonaire. Nous passons au dernier chapitre qui est le traitement préventif. Et le traitement préventif des infections respiratoires aiguës basses communautaires passe obligatoirement par la vaccination. Et en chef de file, nous avons la vaccination antigrippale. Il y a plusieurs médicaments, particulièrement le Vaxigripp qui est connu. C'est un vaccin qui doit être répété une fois par an, en général en automne, à partir du mois d'octobre en général. Ce n'est pas le même vaccin de l'année dernière. Chaque année, il y a un nouveau vaccin qui arrive aux alentours du mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Et on peut prescrire ce vaccin jusqu'à même au mois de février, voire mars. Donc, et c'est un vaccin qui est à répéter chaque année. L'objectif, c'est la prévention des infections à virus influenzé. La population cible de ce vaccin, ce sont surtout les sujets âgés, les patients qui ont une maladie respiratoire chronique, le diabète, une insuffisance rénale chronique, personnel soignant et les personnes qui ont des postes de responsabilité. Le personnel soignant, c'est une population cible parce que ce sont des vecteurs de la maladie. C'est-à-dire, moi, médecin ou infirmier, il n'y a pas de risque majeur pour moi concernant l'infection virale. Mais le souci, c'est que si moi je fais une infection virale, je risque de contaminer mes malades. Et il y a le vaccin antipneumococcique. C'est un vaccin à utiliser, à prescrire une fois tous les 5 ans, à distance d'une infection à Streptococcus pneumoniae. Et l'objectif, c'est la prévention des pneumonies aiguës communautaires à pneumocoque avec bactériémie. C'est-à-dire, il ne va pas prévenir toutes les infections à pneumocoque, mais les infections sévères à pneumocoque avec septicémie. L'indication, c'est surtout les sujets âgés, les patients qui ont des antécédents à pneumonie aiguë communautaire, en cas de démence, en cas d'épilepsie, en cas d'insuffisance cardiaque congestive, la splénectomie, chose que je vous avais dit tout à l'heure, en cas de diabète et en cas de BPCO. Je vous remercie.